on a un agenda qui est à peu près 25 minutes, avec ensuite la possibilité de passer sur une séance de questions-réponses derrière. Donc, le programme, c'est une très courte présentation de la société, du contexte, avec ensuite les méthodes de prévision possibles, et on rentre et ensuite on rentre dans le vif du sujet avec le machine learning pour la prévision pendant le Covid-19 et quels sont les impacts après à la sortie. Enfin, on est maintenant déjà sorti de la période de confinement et comment les sociétés peuvent réagir en utilisant le machine learning à cette situation. Très rapidement, en moins d'une minute, sur notre société. Vertigo est une société qui conçoit une plateforme de prédiction haute précision pour optimiser vos prix, vos promotions, vos stocks, les assortiments et les ressources. Donc, nous pensons que si on est capable de prédire avec haute précision le futur, on est aussi capable d'optimiser un certain nombre de processus de décision et de les automatiser, donc globalement de mieux faire en connaissant mieux le futur. Et on utilise principalement des algorithmes de machine learning, mais pas exclusivement pour faire ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu de contexte sur la situation. On va pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que vous le connaissez tous. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans les médias, évidemment, sur ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. On a fait un petit exercice et on a pris le pouls de nos clients. Donc, on a mélangé, au fait, toutes les données de nos ventes de nos clients et on les a mis dans un seul graphe depuis janvier 2020. Et ça donne le graphique que vous voyez là. Donc, vous voyez un axe d'ordonner les quantités vendues et le temps qui s'écoule. Ça ressemble pas mal à un rythme cardiaque qui bouge, donc avec une augmentation forte vers la fin de semaine, donc les pics le samedi. Ensuite, évidemment, un creux le dimanche parce que la plupart des points de vente sont fermés. Et avec une sorte de cyclicité pendant la semaine avec un point plus haut en début de semaine le lundi. Et tout ça, ça continue. On voit un petit abaissement vers la mi-février et vers fin février, début mars, les ventes augmentent, qui doublent presque pendant le week-end avant le confinement. Et on a un très fort pic le 16 mars, qui est la veille du confinement, où il y a vous connaissez tous la situation, il y a un certain gros effet de stockage. Et après, on rebaisse à un niveau qui ressemble pas mal en moyenne à ce qu'on avait avant, sauf qu'il est beaucoup moins cyclique au niveau de la semaine, et parce que les pics au fait, du samedi ont quasiment disparu. Et les creux du dimanche sont plus profonds, c'est-à-dire qu'il y a plus de magasins qui sont restés fermés que dans la période pré-confinement. Pour rentrer un peu dans les comportements clients qui ont été modifiés, et c'est très important en fait de tenir compte de ça parce que c'est ça finalement qui va avoir un impact, qui va rendre en fait la prévision pendant cette période et pendant les mois qui viennent plus difficiles. Il y a un certain nombre de changements qui sont, cette slide n'est pas du tout exhaustive, on a juste listé quelques points qui nous ont paru remarquables en discutant avec nos clients. Il y a des changements importants sur les canaux, donc une forte explosion du drive, de la livraison à domicile, de l'e-commerce évidemment, une forte augmentation de tout ce qui est proxy rural, urbaine, qui ont augmenté de 25 à 40% presque, au détriment évidemment des très grandes surfaces, des hypermarchés qui ont été plutôt évités par les consommateurs. Il y a eu des changements importants sur les catégories de produits qui ont été achetés. Il y a une très forte hausse des produits frais en e-commerce notamment. C'est des produits qui n'étaient pas trop achetés avant et qui ont presque doublé et voire triplé pendant le confinement. Il y a eu une baisse sur les produits transformés. Donc, on a tous entendu parler des tendances autour du bio, de la pâtisserie maison, de la cuisine maison qui s'est renforcée. Il y a une forte hausse des produits non périssables, tout ce qui est surgelé, épicerie sucrée et salée, évidemment, en raison des effets de stockage. Il y a eu des choses intéressantes qui se sont passées au niveau des marques. Donc, il y a 30 à 40% des consommateurs qui ont essayé de nouveaux produits
donc, qui étaient fidèles à des marques avant, qui ont qui ont changé, hein, donc un effet de switch. Et il y a aussi un autre effet qui était la plus forte progression des marques de distributeurs, donc, qui ont augmenté de 7 à 12% enfin, points % plus que les autres marques pendant cette période. Et après, enfin, évidemment, un effet géographique qui était dû au déplacement évidemment des populations, qui a renforcé un certain nombre de magasins au littoral ou dans les zones de résidence secondaire. Donc, toutes ces tendances ne sont pas éternelles, évidemment. Certaines vont être durables et d'autres vont s'arrêter dans les semaines, mois qui viennent. Mais dans tous les cas, on a l'impression qu'on n'est pas évidemment sorti pour le moment de l'affaire et que ces effets-là vont perdurer pendant encore un certain temps, notamment parce que 40% des foyers ont connu une baisse des revenus et 45% des consommateurs ont réduit leurs dépenses de leur foyer. Et au fait, 75% de ces personnes, de ces consommateurs, pensent que leurs finances seront affectées pour encore au moins 2 mois et 50% pour au moins 4 mois. Donc, ce sont des tendances durables et donc il faut les intégrer dans nos processus, dans nos prévisions. Et c'est les sujets qu'on va découvrir maintenant. Alors, en quelques mots sur les méthodes de prévision de manière générale, et ça va nous permettre de comprendre pourquoi la prévision est beaucoup plus difficile pendant ce temps de Covid. En prévision, il y a 3 grands principes qui doivent être réunis pour pouvoir prédire correctement. Il faut être capable de comprendre d'abord les facteurs qui impactent la valeur à prédire. Donc, il faut comprendre quel est le mécanisme finalement, définir le niveau de vente. Il faut disposer de suffisamment de données. Donc, c'est suffisamment de données, ça veut dire à la fois d'un historique suffisant ou éventuellement une diversité de données suffisantes. Et enfin, il ne faut pas que les prévisions puissent influencer le résultat. On va regarder ça un peu plus en détail, ce que signifient ces trois critères. On va d'abord prendre la météo, qui est un sujet classique sur la prévision que tout le monde connaît. Dans la météo, on connaît très bien les facteurs qui sont utilisés pour la prédiction. On les maîtrise bien depuis des années. Il y en a beaucoup, c'est très complexe, mais ces facteurs sont maîtrisés. On dispose évidemment de beaucoup de données historiques et diverses. Et les prévisions de la météo n'ont évidemment pas d'influence sur la météo même. Donc, les 3 critères sont réunis. Quand on regarde la bourse est beaucoup difficile à prédire, malheureusement ou heureusement, et notamment parce que le premier et le 3e critère n'est pas réunis, donc on ne maîtrise pas très bien les facteurs qui vont faire qu'un cours de bourse soit augmenté ou baissé le lendemain. Et en bourse, évidemment, la prévision peut avoir un impact fort sur l'évolution du cours. Quand on regarde les prévisions de vente en temps normal, on voit que les 3 facteurs globalement sont réunis. On connaît très bien les mécanismes qui impactent le niveau de vente. On dispose en général de suffisamment de données, sauf pour de nouveaux produits évidemment, mais on peut travailler autrement parce qu'on peut travailler avec des produits similaires. Et on a en général, enfin, il n'y a aucun impact de la prévision même sur les achats qui vont être faits par les clients. Pendant le Covid, pendant cette période de confinement et dans les semaines qui viennent, on a un manque de facteurs et on a un manque de données. Quand on regarde un peu les facteurs qui jouent sur les prévisions de vente en temps normal, on a un certain nombre, donc nous on les utilise en permanence dans les prévisions qu'on génère pour nos clients. Donc on a la saisonnalité notamment, qui est la saison, le jour de la semaine, les jours dans le mois, qui est important évidemment pour la paye des consommateurs, les vacances scolaires, les soldes, les événements. On a des informations sur le produit, la catégorie, la marque, le packaging qui jouent. On a des informations sur le prix, notamment le prix de vente évidemment, les différentes réductions, l'évolution du prix de vente dans le temps, les mécanismes promotionnels qui sont appliqués. Il y a des informations sur la force de vente en termes de rémunération de la force de vente, sa qualification, le nombre de vendeurs en point de vente qui jouent.
Il y a des informations sur le point de vente même qui ont un impact, donc sa localisation, la taille, la surface, l'assortiment en point de vente, les événements locaux qui peuvent avoir lieu. La concurrence joue évidemment un rôle important. Quelle est sa nature? Quelle est la densité de la concurrence autour du point de vente? Quel est le chevauchement de l'offre de la concurrence avec notre propre offre? Ensuite, on va avoir des informations sur le canal de vente qu'ils vont jouer. Est-ce que c'est un point de vente physique, en web, en drive, en livraison? Les informations sur la promotion, quel est le budget publicitaire, le merchandising, les réseaux sociaux. Et ensuite, des facteurs exogènes comme la météo, des facteurs économiques comme le taux de change, le salaire moyen, etc. Donc, tous ces facteurs-là, on les maîtrise bien, on les connaît et on les utilise en temps normal pour la prévision de vente. Donc, ces facteurs-là, pendant la période actuelle, ils vont toujours évidemment être d'actualité. Mais il y a d'autres facteurs nouveaux qui s'ajoutent, comme les informations sur le déconfinement régional. Donc, quelles sont les régions qui sont déconfinées plus que les autres et aussi quelle est la circulation du virus et le niveau de contamination qui est encore en cours. Donc, il y a des informations qui existent là-dessus, mais on ne sait pas très bien les manipuler, évidemment, dans les prévisions parce qu'on ne l'a jamais fait. Il y a des informations sur l'ouverture des écoles et des cantines qui ont un impact sur la crainte de la foule des hypermarchés. Est-ce qu'elle est localisée ou est-ce qu'elle est généralisée parce qu'elle a un impact important sur des achats. Les contraintes de déplacement, quels vont être les congés d'été et aussi les ouvertures des frontières donc, qui vont jouer beaucoup sur le déplacement des touristes étrangers. Quelle va être la disponibilité des masques, quelles sont les habitudes qui vont perdurer. Donc, tous ces facteurs jouent beaucoup sur les ventes et il y en a encore sans doute plein d'autres et on les maîtrise peu. Le deuxième point était l'insuffisance des données. Donc là, évidemment, parce qu'on a un historique trop court, donc comme on a vu au début, les comportements ont été modifiés et on n'a pas nécessairement suffisamment d'historique, suffisamment de données sur ces nouveaux pour définir les nouvelles tendances d'achat. Et on a peu ou pas de données pour les nouveaux facteurs qu'on vient de voir. Donc tout ça rend la prévision difficile, mais il existe des méthodes évidemment pour s'en sortir et Guillaume Sopin va vous en parler un peu plus en détail. Oui, bonjour à tous, donc effectivement je suis Guillaume Sopin, le CTO de chez Vertigo. J'ai travaillé une dizaine d'années dans le domaine de la recherche comme chercheur au CEA, j'ai une thèse en mathématiques appliquées et depuis quelques années je me consacre au modèle prédictif pour les énergies renouvelables et puis aussi pour tout ce qui est maintenant les ventes dans le domaine du retail ou dans d'autres secteurs. Donc, avant de parler spécifiquement de l'application du machine learning dans le cadre du Covid, je voudrais revenir sur deux idées reçues qui pourraient faire penser qu'on ne peut pas utiliser le machine learning dans ce contexte-là. Le premier, c'est qu'on pense souvent que pour faire du machine learning, il faut beaucoup de données. Et là, on a effectivement peu de données parce que la crise est récente et que les historiques ne dépassent pas quelques semaines. Donc ça, effectivement, c'est une idée reçue qui n'est pas forcément vraie. Il y a des algorithmes qui fonctionnent très bien avec peu de données. C'est même d'ailleurs une tendance assez importante en recherche actuellement. Et il y a une deuxième idée qu'on a aussi, c'est que le machine learning, concevoir des modèles, les entraîner, etc., ça va prendre du temps. Et du coup, là, on est dans une période où il faut réagir rapidement, il faut être réactif. Et du coup, on peut penser que le machine learning ne pourra pas permettre de le faire. Et là aussi, ce n'est pas vrai. Avec les sources de calcul qu'on a actuellement, c'est assez facile d'entraîner des modèles et de réagir d'une semaine à l'autre, voire à quelques jours de délai. Donc, quand on fait du machine learning dans le cadre de la prévision, on peut essayer de poursuivre des objectifs qui sont différents. On peut déjà, dans un premier temps, chercher la précision, c'est-à-dire on peut avoir comme objectif de coller au mieux aux données réelles et avoir une précision. Effectivement, il y a ces trois critères. Donc, le niveau de précision, on minimise qui peut être important pour minimiser l'écart entre les prévisions et les données réelles. Où là, le deep learning, enfin, les fameux réseaux de neurones peuvent être un outil qui peut être employé ou des méthodes statistiques plus sophistiquées qui ne sont pas nécessairement du machine learning d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Après, il peut y avoir d'autres critères comme l'explicabilité. Donc, vous l'avez peut-être entendu, mais les réseaux de neurones, c'est très difficile à expliquer. Donc, ça sort des résultats justes, mais on ne sait pas très bien dire. Pourquoi. Donc, on est sur un objectif au fait de maximisation de la compréhension des prévisions pour justifier les décisions prises. Donc là, on peut utiliser des méthodes très simples, naïves ou ensemblistes.
Il y a un troisième type de critère qui peut être utilisé dans le business, qui est le critère de disponibilité. Donc là, on ne veut pas nécessairement augmenter la précision ou l'explicabilité des résultats, mais surtout faire en sorte que le produit ou la ressource qu'on essaie de prédire soit disponible. Donc, on va essayer de minimiser les ruptures ou l'indisponibilité des ressources. Et il y a d'autres contraintes qui sont capables de faire ça. Donc, c'est utilisé notamment en milieu industriel où on ne peut pas se permettre des ruptures de stock et sur tous les sujets où la surprévision a un coût moins important que la sous-prévision. Un exemple d'un produit Covid un produit qui était spécialement impacté par le Covid, par le confinement, qui était la vente des sprays pour la teinture des cheveux. Donc, vous voyez ici les unités par jour de ces sprays. C'est des personnes, des consommateurs qui ont évidemment anticipé la fermeture de coiffeurs et qui se sont équipés au début du confinement par ces sprays. Et on va regarder un petit peu comment les prévisions, comment les différentes techniques de prévision peuvent s'appliquer à ce critère qui est assez emblématique d'un certain type d'évolution de produits qu'on voit pendant cette période. Donc, on a pris une méthode naïve dans un premier temps. Les méthodes naïves de prévision, c'est des méthodes assez simples. On va prendre par exemple la moyenne historique ou le dernier point historique. Vous voyez ici en bleu les ventes réelles et en jaune les ventes prédites. Et on a une précision de jour, un modèle qui tient la route, mais avec une précision moyenne par jour de 37%, donc assez faible, et une précision sur toute la période. Donc, on a regardé les 2 dernières semaines passées, qui n'est pas non plus extraordinaire, donc autour de 45%. On voit la même chose avec un autre algorithme qui est assez classiquement utilisé, qui est assez simple et beaucoup utilisé dans la prévision dans les entreprises, qui s'appelle ARIMA, donc il existe en différentes formes, où là, on va être déjà plus proche des résultats. On a une très bonne prévision sur toute la période, qui est proche des 100%, 99%, et une très bonne prévision, une meilleure prévision jour, 70%. Avec des réseaux de neurones, on a des résultats un peu surprenants parce que là, on est sur des réseaux qui intègrent le court terme, mais apparemment, il n'y avait pas assez d'historique. Donc, ils obtiennent une très bonne période, une très bonne précision sur toute la période, mais qui ne sont pas très performants sur la précision par jour. Et enfin, et c'est sans doute les modèles qui marchent le mieux dans cette période actuelle, qui sont les Generalized Additive Models, qui ont une très bonne précision de jour, une très bonne précision sur la période. Donc tout ça, juste pour vous montrer très rapidement qu'il y a différentes méthodes qu'on peut utiliser et que les méthodes de prévision qu'on utilise actuellement, qui ont une bonne efficacité en temps normal, ne sont pas celles qui marchent le mieux en ce moment et dans les mois qui viennent. Quelques mots sur la période qui nous attend dans les prochaines semaines. Il nous semble qu'il y a un facteur qui est une méthode et un outil qui doit utiliser, qui est la détection de points de changement. Donc, c'est une méthode statistique qui est extrêmement utile quand on nous demande des cycles qui tombent de temps en temps dans des ruptures. Donc, ici, on a montré un exemple classique qui est sur la météo, mais la même chose s'applique sur les ventes où il faut être capable de détecter le plus rapidement possible quand un produit change ou une catégorie de produits change de tendance d'évolution. Donc, cette méthode s'appelle en fait les digital twins. Donc, on va essayer de mettre en place un jumeau sur un produit ou une catégorie de produits pour être capable de suivre un produit fictif et de détecter une anomalie par rapport à ce produit fictif. Donc, nous avons essayé ça sur différentes catégories de produits de nos clients. Donc, on a pris le bio, le local, le low cost, le textile, le traiteur. Et on voit en fait en rouge les moments pendant lesquels ces produits, ces catégories sont en train d'évoluer plus fortement. Et en bleu, où il y a des moments où il y a une très faible évolution. Donc, ces matrices-là peuvent être mises en place pour détecter dans les temps actuels qui sont très fluctuants
suivre de très près les évolutions sur des produits et pouvoir réagir rapidement quand il y a des changements qui arrivent. Donc ça fait partie des actions à prendre. Donc c'est l'intégration de ces breakpoints dans les modèles. Il y a d'autres méthodes multiscénarios qui peuvent aussi être utilisées, qui consistent en fait à mettre en place des différents modèles pour scénariser les évolutions et s'appuyer sur différents modèles simultanément. Il nous semble aussi important d'intégrer la nature des effets de stockage dans les prévisions parce que toutes les augmentations de vente ne sont évidemment pas durables. Il y a globalement 4 modes de consommation différents qui ont été observés ces dernières semaines. Il y a des produits qui ont augmenté parce que le besoin a été accru, donc ce qui est notamment le cas sur tout ce qui était vitamines, compléments alimentaires. Donc les consommateurs ont simplement acheté plus pour en consommer plus. Il y a des produits qui ont été stockés au cas où, mais qui ne vont pas nécessairement être consommés plus, comme toutes les conserves, le papier toilette, etc. Il y a des produits qui ont changé d'endroit d'utilisation, donc notamment le café, par exemple, qui avant a été consommé beaucoup au bureau et maintenant qui est consommé à la maison. Donc, il y a un achat qui est fait par les consommateurs, mais qui va baisser forcément quand le travail au bureau va reprendre. Papier d'imprimante, exactement dans la même catégorie, mais il y en a plein d'autres. Et il y a des produits qui ont baissé parce qu'il n'y avait pas besoin nécessairement pendant le confinement, comme tout ce qui est maquillage, par exemple. Et enfin, donc, pour rappeler les quelques conclusions de cette présentation qui arrive à sa fin. Donc, il y a 6 points donc, à retenir. Donc, il y a l'inclusion des facteurs spécifiques que nous avons vus dans les prévisions. Donc, il faut essayer de les identifier le plus possible pour votre métier, pour arriver à travailler le plus précisément possible. Il faut essayer de classifier intelligemment les articles par rapport aux nouvelles habitudes d'achat. Donc, comme on vient de voir, tous les articles n'agissent pas pareil, tous ne vont pas avoir la même évolution dans le temps, ne vont pas perdurer de la même manière avec les changements de comportement qu'on a vus. La situation évolue vite, donc l'entraînement fréquent des modèles est indispensable. Donc l'entraînement, l'apprentissage d'un modèle de machine learning peut se faire, comme Guillaume l'a expliqué, en très peu de temps. Donc on peut le faire sur une base très régulière. Dans un monde qui change vite, le passé récent reste le meilleur prédicteur pour les prévisions de court terme. Donc, le long terme est évidemment très difficile à prévoir, mais pour le court terme, on peut utiliser les ventes récentes. Il faut se baser sur des données le plus bas niveau possible. Donc, on voit par exemple que tout ce qui est vraiment données point de vente, le ticket de caisse, la plus petite maille possible, article, point de vente est le meilleur prédicteur pour la situation actuelle. Donc, essayer de s'écarter des prévisions agrégées qui peuvent très bien marcher pourtant en temps normal. Et enfin, l'utilisation des digital twins pour la détection de changements de comportement qui peut être un outil très efficace en parallèle de la prévision pour réagir le plus rapidement possible à des changements de direction et ne pas aller trop longtemps dans le mauvais sens.